Bonjour à vous deux, Monsieur Bonjour. Tremblay, Madame Bournival, Bonjour. à notre émission Sur un banc. En vous accueillant tous les deux, j'accueille aussi toute votre famille. Une famille assez exceptionnelle, je le sais. Voulez-vous nous en parler un peu, Monsieur Tremblay? François, je peux vous appeler François? Oui, oui, c'est De correct. ceux et celles que vous considérez comme vos enfants. Oui, c'est ça. J'ai une résidence d'accueil depuis 24 ans déjà. J'ai 9 résidents. C'est des gens qui ont une problématique soit en santé mentale ou déficience intellectuelle. Moi, je m'occupe de d'eux à temps plein, là. C'est du 7 jours semaine. Je vois tous leurs besoins. Besoins physiques, suivis médicaux, besoins au niveau monétaire. Je vois la gestion de leurs finances, je vois leur habillement, je vois ce qu'ils puissent avoir des loisirs qui sont dans la mesure de leur capacité, parce que chacun arrive avec une limite différente, euh, puis un vécu différent. Parce que chaque vécu, avec la problématique, fait que tu as plus de facilité à cheminer, à développer dans tes aptitudes, ou tes blocages sont plus grands, sont plus prononcés. On a parlé de votre famille comme des enfants, mais si j'ai bien compris, ce ne sont pas nécessairement des jeunes. Quel âge ont-ils, en fait? La moyenne d'âge, ma plus jeune a 31 ans et mon plus vieux va avoir 62 cette année. C'est la moyenne d'âge entre 30 et 65, disons que c'est la moyenne d'âge des personnes qui viennent chez moi. C'est en effet là toute une responsabilité que vous assumez tous les deux, jour après jour, 7 jours par semaine, comme vous dites, 24 heures sur 24. J'ai bien dit que vous assumez tous les deux. Madame Bournival, je peux vous appeler Linda également? Oui, bien sûr. Racontez-nous comment vous en êtes devenue mère de ces enfants adultes adoptifs. Ben en fait, nous, on est une union reconstituée. Euh, dans le fond, c'est quand j'étais conjointe avec François que là, je suis devenue euh, avec lui là à travailler avec nos résidents. D'accord. Mais moi aussi, en parallèle, c'est beaucoup plus François qui s'occupe de la maisonnée. Parce que moi, je travaille à l'extérieur aussi, dans un domaine, je dirais, vraiment similaire aussi, parce que je travaille avec des personnes en déficience physique et en déficience intellectuelle aussi. Avant de devenir mari et femme, étiez-vous déjà impliqué dans ce travail d'assistance à des personnes handicapées mentaux, peut-on dire, ou déficients intellectuels? Lequel des termes est le plus approprié, le plus Ben, moi, je respectueux? dirais dans déficience intellectuelle. Dans mon cas, moi, j'étais aidant naturel. J'ai deux de mes frères qui avaient des traumatismes crâniens à la naissance. Il y a des forceps qui ont écrasé le cerveau, qui ont eu des séquelles de traumatismes crâniens, là. Fait que c'est de là que j'avais l'expérience un peu avec la problématique de déficience ou déficience intellectuelle et tout ça, parce que souvent, le traumatisme crânien, des fois, ça frise un peu la déficience intellectuelle. Fait que tu développes des affinités pour comment réagir par rapport à leur comportement, comment... Fait que c'est à partir de là que la résidence d'accueil et tout s'est développé. Et j'ai développé des attitudes. Moi, j'ai compris que c'était vraiment comme ma mission, là. J'ai un talent pour aider ces gens-là. Et ça fait 24 ans que je travaille là-dedans. Ça va bien, je suis heureux. Moi, dans ma famille aussi, on avait des personnes handicapées, entre autres mon oncle qui avait une déficience intellectuelle et aussi mon grand-père qui avait une déficience physique. Il avait eu un accident de travail puis il s'était retrouvé avec seulement un membre, il manquait un bras. Et puis, lui, son exemple de vie m'a vraiment marqué pour le restant de ma vie à moi parce qu'il était vraiment très débrouillard et ça ne l'a jamais empêché de travailler, de faire quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est un exemple que dans la vie, même si on a quelque chose qui ne va pas physiquement ou intellectuellement, on peut trouver notre chemin et puis développer des talents autres, puis justement faire une vie remplie quand même. Vous nous avez déjà mentionné, François, que ces 9 personnes dépendent de vous pour leurs loisirs, nourriture, soins de santé. J'imagine que ces personnes ne peuvent pas vraiment prendre une place sur le marché du travail. Toutefois, je crois que certains d'entre eux peuvent faire un certain genre de travail à l'extérieur.
J'imagine que vous les aidez aussi de ce côté-là. C'est sûr que moi, je vois à tous leurs besoins quotidiens. Je vois aussi à ce qu'ils puissent avoir des activités à l'extérieur, dans des organismes communautaires, pour avoir des loisirs, pour se sociabiliser, rencontrer du monde, pour faire peut-être des petites tâches de bénévolat dans les organismes. Mais c'est très limite, parce que, étant donné que souvent le problème de santé mentale et déficience intellectuelle, ce sont des gens qui s'épuisent plus rapidement que les autres. Quand ton cerveau fonctionne à 100 000 à l'heure, c'est épuisant, ça devient fatigant. Cette problématique-là fait que ces gens-là, ben, les journées, puis plus ils vieillissent aussi, ben, le corps devient plus fatigué. C'est plus difficile de faire des journées complètes. Que pour eux, sur le marché du travail, il y a un petit pourcentage de personnes qui réussissent. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ne peuvent pas faire des journées complètes, des 8 heures ou des 35 heures semaine. Dans leur cas, c'est impossible. Mais des petits loisirs, des petits moments pour se sociabiliser, pour sortir, pour voir d'autres personnes, ça, c'est essentiel à leur bien-être intellectuel et leur bien-être aussi mental, pour leur santé mentale aussi. Je suis au courant que vous ne limitez pas votre aide, ni l'un ni l'autre, à cette famille que vous avez littéralement bâtie. L'autre jour, en passant sur la rue Grant, je vous ai vu, M. Tremblay, transportant une boîte de denrées à l'intérieur du bâtiment. Qu'en est-il exactement? Oui, mon épouse aussi m'aidait à transporter les denrées. On fait ça pour un organisme communautaire, ça fait 7-8 ans qu'on est impliqué. Et tous les jeudis, on va chercher des denrées à Moisson-Rive-Sud, qui sont apportées à l'Auberge Saint-Antoine pour distribuer à des personnes. Ils font en moyenne à peu près 35 paniers par semaine de denrées, c'est régulier. Puis c'est à l'endroit que mon épouse travaille. En cette période de crise économique ou de contraintes budgétaires, si on peut dire, ça ne doit pas toujours être facile d'obtenir l'aide nécessaire. On voit ici, dans le Courrier du Sud, justement, vous affairer avec le comptoir d'aide alimentaire Moisson-Rive-Sud. Bien, en fait, c'est un projet qui a été initié dans le cadre de notre travail. C'est quand même une drôle d'histoire. C'est à cause d'un de nos résidents à la maison qui allait dans un autre organisme communautaire, en fait, où François est impliqué aussi. Puis lui nous parlait de la possibilité d'aller chercher des denrées justement à Moisson-Rive-Sud. Fait qu'il nous disait toujours pourquoi vous n'y allez pas, parce qu'il savait quand même que ici l'organisme avait régulièrement là, des problèmes financiers. Fait qu'il nous disait pourquoi vous en profitez pas. Fait qu'il répétait ça tout le temps. Fait qu'un jour, j'ai dit coudonc, on va se renseigner comment ça fonctionne. Fait que j'ai fait les démarches auprès de Moisson-Rive-Sud. Ils nous ont donné les formulaires d'inscription. Puis c'est comme ça aussi, en accord aussi avec la direction d'ici et notre conseil d'administration, ils ont approuvé le projet. C'est comme ça qu'on a commencé à aller chercher des denrées, comme François dit, là, à toutes les semaines, à tous les jeudis. François, outre vos activités familiales et le comptoir alimentaire, vous êtes impliqué aussi dans d'autres organismes, je crois. Oui, entre autres, je suis impliqué dans un organisme qui s'appelle l'OTAN, qui est l'Association de défense des droits pour le transport adapté, des usagers de transport adapté et de transport régulier. Nous, on voit la protection et à ce que le transport soit efficace et que tout le monde puisse recevoir un transport qui soit convenable. Et l'autre organisme qui s'appelle Au second lieu, qui est un centre alternatif en santé mentale. Nous, ce centre-là, c'est un centre de jour où on accueille l'année passée. Mais cette année, en fait, en avril, on a terminé avec 180 membres. C'est des personnes qui viennent quotidiennement. C'est sûr qu'il n'y a pas 180 tous les jours, là, mais c'est annuellement. Mais à tous les jours, il y a des membres qui viennent. Ils viennent pour se sociabiliser. Ils viennent pour avoir des activités. À l'endroit, on a des intervenantes qui peuvent les aider si jamais il y a une journée où ils ne filent pas, ils peuvent discuter avec eux autres. Ils peuvent avoir des références pour aller à d'autres endroits aussi qui pourraient les aider. Sur cet organisme-là, j'ai pris la présidence du conseil d'administration depuis un an. Vous avez également, Linda, des activités parallèles à celles de votre famille. Il y a entre autres ici, à l'auberge, au centre de jour. Oui, en fait, je travaille depuis 10 ans à l'Auberge Saint-Antoine. Puis c'est dans un bâtiment magnifique dans le Vieux-Longueuil. En fait, c'était un ancien couvent de religieuses qui ont été offertes à Mme Gisèle Aubry Saint-Germain, justement pour établir des organismes communautaires.
dans le bâtiment, il n'y a que des organismes communautaires liés soit à la personne, des services à la personne ou pour les arts. On retrouve aussi des peintres ou des artistes qui occupent des locaux ici dans le bâtiment. Nous, ici, l'auberge particulièrement, il y a le volet centre de jour. Moi, dans le moment, je travaille avec des personnes sur place. On accueille des personnes en déficience physique et déficience intellectuelle à tous les jours. On peut dire qu'on en a entre 30 et 40 à tous les jours qui viennent. Nous, notre tâche, c'est de les occuper, de les écouter, de les accueillir, de créer des activités ou des bricolages ou peu importe pour les aider justement à accepter leur situation, à évoluer dans ce qu'ils sont et puis qu'ils apprennent des choses et qu'ils se sentent heureux et qui constatent aussi que dans la vie, ils peuvent faire justement plein de choses. Ils ne sont pas restreints à leur maladie ou à leur état. Lorsque je suis rentré à l'intérieur du local, j'ai pu voir des œuvres artistiques accrochées au mur. Est-ce que ces œuvres ont été réalisées par vos clients, comme vous les appelez? Oui, en fait, ce sont les membres du personnel en place qui offrent leur talent, puis ils en font profiter là, justement nos clients. Mm-hmm. Ces œuvres-là sont vraiment magnifiques, puis c'est vraiment nos clients. Là. Même s'ils ont des incapacités, ils peuvent faire des très, très belles choses. On a une personne qui vient de l'extérieur qui s'appelle Annick Danis. Elle vient nous offrir l'atelier de Tai Chi et puis aussi de la créativité. Elle a une formation, elle est excellente et les clients adorent ça. J'admire énormément ce que vous faites tous les deux. Vous êtes un exemple de personne dévouée et engagée. Mais j'imagine que ça ne doit pas être facile de vivre ainsi tous les jours, tous les mois, toute l'année. Quelle est votre source d'inspiration? Mes sources d'inspiration, il y a des personnages du monde de l'Église qui m'ont interpellé énormément. On a la chance d'avoir Jean Vanier. Jean Vanier qui a fondé l'Arche. Il y a des maisons un peu partout à travers le monde. Et Jean Vanier est très proche des personnes avec déficience intellectuelle. J'ai lu beaucoup sur sa façon, son approche. Jean Vanier, ce que j'admirais beaucoup, c'est son accueil inconditionnel des personnes. Il commence le début par les accueillir et à partir de là où ils sont, jusqu'où on peut faire route ensemble pour aller un peu plus loin dans notre démarche. Et souvent, ces personnes-là, quand ils se sentent aimés, accueillis, respectés, déjà intérieurement, ils viennent plus disposés à faire un bout de chemin. Et là, on voit qu'ils peuvent évoluer un peu plus, ils peuvent être plus heureux, parce que le but, c'est d'être plus heureux. Et Mère Teresa aussi, pour moi, c'est une autre personne qui est très inspirante. Elle aussi, c'est l'accueil inconditionnel de la personne qui est devant elle. Peu importe ses pauvretés, peu importe ses misères, elle l'accueille. Et à partir de cette rencontre-là, elle disait, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble? Jusqu'où on peut aller? Pour moi, ça, c'est des gens qui m'inspirent énormément dans mon quotidien, qui m'appellent toujours, à chaque jour, à essayer de moi-même devenir une meilleure personne et peut-être aussi d'aider les autres, ceux qui vivent chez moi, entre autres, et les autres que je rencontre dans les organismes, à devenir peut-être aussi des meilleures personnes, à s'améliorer, puis se donner une meilleure qualité de vie. C'est sûr qu'à travers tout ça, pour moi, je prends régulièrement, tous les jours, un temps d'arrêt, un temps de prière, un temps de silence. C'est nécessaire dans mon quotidien de prendre le temps de m'arrêter et de demander aussi au bon Dieu, de dire, aide-moi à poursuivre puis à accomplir mon quotidien d'une façon raisonnable, d'une façon plus chrétienne, plus réaliste, pour rendre ces gens-là heureux et moi aussi être heureux. Alors, un grand merci à vous deux. Ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui est non seulement intéressant, mais très inspirant. Je suis certain que ce n'est pas seulement ma conviction personnelle, mais aussi l'opinion de ceux et celles qui vous auront rencontré aujourd'hui sur un banc. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir.